On va essayer de répondre à tout ça. Donc, moi, cette présentation, elle fait suite effectivement à un travail qu'on a mené, un groupe de travail qui est mené au sein de la 2PAO, la plateforme professionnelle addiction de Citani, suite justement à les demandes qui se multipliaient de prescription de prégabalines dans les centres de santé, mais ailleurs. Et aussi un travail un peu plus souterrain avec des collègues que vous devez connaître, mais qui travaillent plutôt au sein de la protection de l'enfance, Morgane Truchy et Arrange Pélias. Donc voilà, donc moi non plus je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, je suis médecin de terrain, on va dire. Et donc même si on essaie de convoquer un peu des notions de sociaux des fois, parce que c'est bien d'inventer des choses, on se permet un peu de créativité, je pense qu'il le mérite. Du coup. Donc moi je vais surtout parler on va parler du même public, mais à travers la consommation d'un produit qui est la prégabaline, que vous avez probablement toutes et tous déjà entendu. Donc la prégabaline, c'est un médicament psychotrope qui a été commercialisé en 2004 sous le nom de Lyrica, qui est prescrit normalement dans le cadre des épilepsies et des douleurs neuropathiques, principalement en France, même s'il a une indication aussi dans le trouble anxieux généralisé, mais il est quand même moins prescrit dans ce cadre-là. Mais du coup, ça veut quand même dire que ce produit a un fort effet anxiolytique. Donc depuis 2018, on a observé une augmentation des usages, qu'on dit hors protocole médical, mais on verra un peu plus tard comment on peut redéfinir ces usages-là, et notamment parmi les jeunesses exilées du nord de l'Afrique et de l'Europe de l'Est, notamment la Géorgie. Depuis 2001, donc suite à cette augmentation d'usage hors protocole, la prégabaline est inscrite sur la liste 1 des substances stupéfiantes. Et donc avec un cadrage de la prescription un peu plus surveillé, quoi, avec une prescription sur ordonnance sécurisée et une durée de prescription limitée à 6 mois, avec une dose maximale à 600 mg par jour. Sachant que les consommateurs consomment plutôt autour de 900-1200 mg par jour. On observe aussi que le Lyrica, il fonctionne, c'est un dépresseur du système nerveux central, et il est associé à d'autres produits de consommation, il est rarement consommé seul, hein, et donc avec d'autres médicaments qui ont le même effet, donc il y a un risque en cas d'association d'overdose. Ça, c'est plus sur le côté morbidité. Et donc c'est un médicament qui est prescrit dans des contextes urbains d'extrême précarité, en raison à la fois de sa facilité d'accès, il a un coût assez faible, assez accessible, et du fait de ses effets qu'on va observer plus précisément. C'est un médicament donc, effectivement, qui est très utilisé en Afrique du Nord, mais notamment en Algérie, qui est très popularisé du fait de ses effets euphorisants, relaxants. On l'appelle Salouk en darija algérien, ça veut dire la fusée. Et donc on le retrouve même dans des chansons très populaires en Algérie qui font un peu l'apologie de ce produit. Et donc nous, sur le terrain, effectivement, on observe que c'est quand même plus une consommation finalement de survie dans un contexte de vie, de réalité de vie écrasée, et plutôt qu'un de vrai processus de défonce, quoi, à visée simplement récréative. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est un phénomène qui se doit d'être observé de manière complexe, quoi. Donc les jeunesses exilées, je ne vais pas m'attarder parce que la scène en a déjà pas mal parlé. C'était surtout pour dire, on a quand même beaucoup parlé des mineurs là, mais c'est aussi pas mal de majeurs qui sont concernés. Mais effectivement, nous on parle de jeunesse exilée en incluant tout ce monde-là, de jeunesse en errance. On parle aussi, on inclut aussi les personnes qui sont nées en France, potentiellement issues de l'immigration postcoloniale, mais qui vont avoir les mêmes réalités de vie, qui peuvent avoir, qui sont aussi majeurs ou mineurs et qui vont vivre dans des squats, qui vont être dans des réseaux d'exploitation, etc. Donc des réalités qui sont communes. Tu parles un tout petit peu moins vite. Ah pardon, mais je parle toujours trop vite. Parce que toi tu connais ton sujet. Ouais. Mais du coup, à peine un peu moins vite. Ça marche, je vais essayer. Donc Lyrica, un pharmacon, nous on s'est un peu reposé sur ce modèle-là que vous devez connaître, mais c'est issu de la Grèce antique, hein, c'est un objet qui relève à la fois une fonction remède et une fonction poison. Et c'est un modèle qui peut s'appliquer pour plein de produits en addictologie, hein, de manière générale.
Mais ici, autour du Lyrica, le poison, on va l'observer sur l'envahissement de la vie quotidienne des personnes qui le consomment, parce qu'il y a quand même beaucoup de temps qui est passé à chercher le produit, à plus ou moins le revendre, trouver un moyen de se le faire prescrire ou pas. Il y a les risques d'overdose qu'on a déjà un peu vus, mais qui sont quand même mal documentés. Sur les enquêtes DRAM là, qui documentent ça, le Lyrica il ressort rarement, mais aussi parce qu'il est moins dépisté aux urgences, par exemple. Il y a donc les réseaux d'exploitation, ça c'est pour les usages coercitifs, on verra un peu plus tard aussi, et des symptômes de manque intense, donc avec des syndromes de sevrage difficiles, douloureux, comme un sevrage en benzodiazépine ou d'autres produits qui sont censés apaiser. Au moment où on n'en a plus, on n'est pas très apaisé, quoi. Et donc c'est aussi ça qui va venir participer parfois à des formes de présentation qui peuvent être agressives, etc. Les deux attentions là, c'est que dans le poison, ce qu'on observe, ce qui est apporté par les usagers et les usagères, c'est que le Lyrica, contrairement à d'autres produits de rue qui l'ont précédé, comme le Rivotril, le Valium, qui sont encore présents, mais qui sont quand même moins utilisés, il y a moins de modifications de l'état. Et donc le rapport à l'autre, il est quand même plus simple. Et donc ça explique aussi peut-être encore une plus grande diffusion du produit. Sur la détresse psychique pour laquelle le Lyrica viendrait apaiser les symptômes, il faut aussi renoter que cette détresse, elle est préexistante à la consommation de Lyrica, et on l'a vu en lien forcément avec les conditions de vie précaires et marginalisées avant, en pré-migratoire et comme en post-migratoire. Et donc le remède, donc plutôt sur la fonction soignante de la prégabaline, on y viendra plus précisément dans le cadre du trauma avec Léon juste après. On observe évidemment des effets sensoriels positifs qui restent temporaires, le temps du traitement, avec de l'antalgie. Pour beaucoup, ils ont des parcours traumatiques physiques aussi, et donc ils vont utiliser le Lyrica comme antalgique. Anxiolyse évidemment, désinhibition, et la désinhibition elle va venir, c'est un peu la fonction maîtresse de l'usage coercitif, dans le sens où on va se sentir un peu plus fort et avoir un peu moins peur pour pouvoir potentiellement commettre des délits. Et la fonction sociale renforcée qu'on vient de parler. Je vais pas trop parler de la troisième exception qui est la victime expiatoire, parce que je trouve que c'est un peu moins intéressant là, je pense, là-bas. Et donc les cousines du Lyrica, c'est surtout pour dire qu'en fait le Lyrica, il s'inscrit dans une filiation de produits de rue consommés depuis des décennies, et qui est co-consommé aussi encore aujourd'hui avec d'autres produits comme la codéine, le Skenan, diazépam et autres benzodiazépines. Donc, le Carcoubi au Maroc, c'est un mélange, c'est très présent encore aujourd'hui. Il y a moins la prégabaline au Maroc qu'en Algérie. Mais c'est un mélange de Rivotril et d'autres benzodiazépines. Et il y a aussi un usage coercitif très très fort du Carcoubi pour aller commettre des délits, des vols, etc. Et donc le Rivotril, qu'on appelait la Hamna, la rouge, donc c'est clonazepam, c'est aussi une benzodiazépine qui est utilisée pour traiter l'anxiété et les troubles épileptiques. Donc comme la prégabaline, elle est utilisée dans ces milieux-là depuis longtemps, et plutôt depuis les années 90. Mais aujourd'hui, elle est quand même moins présente que la prégabaline, et encore une fois, peut-être parce que la prégabaline semble avoir une plus grande adhésion du fait des effets secondaires qui sont moins visibles par les autres. Et donc moins de scarification aussi, moins d'auto-agressivité qu'avec des grosses doses de Rivotril. Même si avec des grosses doses de prégabaline, on peut avoir ces éléments-là, ces effets paradoxaux hallucinatoire, parfois un peu délirant, et voilà, donc quand même il persiste encore une concomitance de consommation Lyrica et prégabaline. Donc les usages, c'est là-dessus qu'on a essayé vraiment d'aller un peu plus loin, de pousser le curseur. En médecine, on parle de mésusage, on trouvait que c'était un terme qui n'était pas suffisamment complexe. Le mésusage, c'est juste pour dire que la personne qui prend le produit qui est prescrit sur l'ordonnance, il ne le prend pas exactement comme c'est prévu par le médecin. Donc ça peut être sous une autre forme, soit il en prend plus, soit il se l'injecte au lieu de le manger, etc.
Et là, sur le Lyrica, on voit que les usages sont quand même plus complexes, polymorphes, et ça navigue entre des usages, donc on peut dire non prescrits, avec une augmentation des doses, voilà, ou alors des falsifications d'ordonnances, des choses comme ça. Des usages coercitifs, donc plutôt à des fins d'exploitation, et des usages que nous, on a appelés pirates. On a emprunté ce terme à Preciado, donc qui est politologue, philosophe, et qui lui, le présente autour de l'hormonothérapie dans les parcours de transition. Et en gros, c'est un usage qui est libéré de la prescription médicale, un usage autonome, auto-prescrit, auto-administré, autothérapeutique. Donc, on a l'impression que quand même le Lyrica peut s'apparenter à un usage pirate dans ces sens-là. Il y a effectivement une appropriation des effets attendus dans le sens où les effets attendus par le produit sont connus par les jeunes. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'avis d'un médecin pour savoir ce que ça va leur faire, quoi. Il y a aussi une forme d'auto-organisation autour de la consommation, avec une connaissance des molécules qu'on peut prendre avec, comment gérer les descentes, des comparaisons, des échanges, des dépeinages. Et aussi l'usage pirate dans le fait d'apaiser temporairement des symptômes liés à une souffrance psychosociale, donc à une forme d'oppression sociale, et donc s'en affranchir aussi psychiquement, quoi. Comme supporter une situation de traite, supporter la traversée en bateau, en camion, etc. Il faut savoir qu'en Algérie, le Lyrica il était en vente libre jusqu'en 2019, en pharmacie, donc il y a un usage qui a été très banalisé. Maintenant, c'est complètement l'inverse, hein, c'est très 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 réprimé. Voilà. Nous, au départ, à la case de santé, quand on voyait les jeunes en demande de Lyrica et qu'on savait qu'il y avait une consommation déjà au pays, on parlait d'addiction d'importation. On se disait, il y avait une addiction en Algérie, donc du coup, ils arrivent en France et il y a les mêmes... l'addiction, elle est toujours présente, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas exactement ça. Ce qui se passait, c'est que les conditions de vie, et comme tu l'as dit, sur les jeunes errants, en fait, les conditions de vie sont les mêmes avant et après, en fait. Donc, du coup, le contexte n'étant à changer, les consommations qui viennent essayer d'apaiser ce contexte-là de vie écrasée, continuent après la migration. Et donc, dans les effets recherchés et racontés par les jeunes, il y a donc évidemment de la défonce, mais surtout donc de l'analgésie, on en a déjà parlé. Il y a l'extinction des pensées qui est pas mal décrite aussi sur un mode de se soustraire temporairement à des pensées très négatives et oubliées potentiellement. Et donc là, ça va venir rejoindre aussi la thérapeutique du trauma. Et cette fonction désinhibitrice aussi qui va permettre de favoriser la socialisation, favoriser les délits. Voilà. Sur les usages coercitifs, on en a déjà un petit peu parlé, hein, mais le Lyrica comme médium de traite, on l'observe de plus en plus, effectivement, et de plus en plus après le Covid. Il est utilisé, c'est un peu complexe dans le sens où il y a ce truc un peu arroseur-arrosé, c'est-à-dire tu peux tout autant être consommateur de Lyrica et ensuite proposer et prescrire du Lyrica pour pouvoir exploiter, puis finalement redevenir... Donc il y a un truc, il y a une circulation des consommations et des enjeux d'addiction autour du produit qui sont pas simplement je suis exploitant, tu es exploité, quoi. Et donc pour les haragas, là, ce qu'on appelle justement, ça vient du darija à brûler en fait. Hein, les haragas, il parlait de brûleur de papier tout à l'heure. Donc on faisait un peu l'hypothèse aussi qu'il y avait un peu un mode rituel de passage à l'âge adulte quand il y avait la traversée. Et le Lyrica, il est très présent à ce niveau-là aussi, avant, pendant, après la traversée, avec la transmission de savoir expérientiel autour du produit, mais aussi d'autodéfense, de comment tu vas arriver, où est-ce que tu vas arriver, quelles sont les filières, etc. Bon, ça va être un peu plus... les consommateurs, consommatrices de Lyrica, quand même dans l'espace public, ils sont visibles depuis une dizaine d'années, un peu moins quand même. Et donc il y a un traitement médiatique qui est de plus en plus visible aussi, voilà, qu'on peut qualifier de raciste, en tout cas dans une forme de continuité coloniale, avec des presses qui parlent de drogue du pauvre, cocaïne du pauvre, bandes ultra-violentes, etc., qui amènent évidemment à des actions de répression de plus en plus ciblées. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais par exemple les MNA auteurs de délit, qui est un des dernières lois Darmanin, il me semble, qui du coup a la majorité un MNA qui est auteur, qui
qu'un antécédent de délit se verra refuser toute forme de demande de titre de séjour. Et donc il y a une pérennisation aussi comme ça de la clandestinité, quoi. Donc une suroccupation des espaces urbains par les forces de l'ordre, et puis il y a un vocabulaire quand même militaire et policier, démanteler les réseaux, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même une forte stigmatisation à l'égard de ce public-là, on le sait, c'est le stigmate vraiment de l'arabe violent insoumis à l'autorité, quoi. Et que nous, on va essayer de, à un moment donné, aussi questionner sur quelles sont nos représentations dans nos espaces, qu'est-ce qu'on fait de ça, quelles sont nos peurs. Bon, la consommation, oui, c'est en voyant aussi que c'est plus le consommateur qui est stigmatisé au final que la consommation, dans le sens où la France, on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Mais je ne pense pas que les consommateurs d'antidépresseurs soient très stigmatisés, en tout cas. Et de plus, ça c'est Fabrice Olivet, mais l'interdiction déclenche la stigmatisation dans le sens où maintenant qu'il est sur liste des stupéfiants, le produit est encore plus interdit et donc ça justifie encore plus de répression. Voilà, et sur l'abandon, c'est plus une question de... Pardon. Sur l'abandon, ça rejoint plus la question de la minorité, en tout cas des enfants. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a ce traitement, ces deux poids deux mesures, on va dire, sur les enfants mineurs auteurs de délits, où les MNA, ils n'ont pas le cadre qui permettrait de sécuriser la justice pour les mettre... par exemple, je sais pas, en assignation ou être dans des mesures éducatives, et plutôt les MNA, on va plutôt plus facilement les incarcérer, quoi. Et donc effectivement, avec un taux d'incarcération des MNA, ouais. Et aussi un processus de désenfantisation, ça c'est Fatima Ouassa qui en parle, mais qui effectivement, ces jeunes-là mineurs sont quand même pour beaucoup déniés de leur statut d'enfant et vus comme des adultes et traités comme tels et jugés comme tels. Parce que expérience de migration, parce que... Et donc les mineurs emprisonnés, je ne vais pas en parler, on en a déjà un petit peu parlé. Bon, il y a quand même 30 à 50% des mineurs incarcérés sont étrangers. C'est quand même beaucoup. Et donc sur l'accompagnement, bon, un contexte institutionnel qui est compliqué. Sur la temporalité de la demande. En fait, là, ce qu'on avait besoin de dire, c'était que potentiellement... Donc moi, j'ai parlé pour l'institution médicale, hein, que je connais. Mais les jeunes ne sont pas en demande de soins, pour la plupart. Donc les jeunes sont en demande de prescription. Et donc, quand le jeune se retrouve devant un médecin et qui demande une prescription, le médecin, son travail, c'est de soigner. Et donc, l'objectif du médecin est parfois un peu décalé de l'objectif du patient, de la patiente. Et donc, l'idée, c'est de venir un peu re-questionner ce rapport-là, qui se passe en consultation. Donc là, c'est vraiment le colloque singulier, vraiment à deux, quoi. Puis après, il y a la dimension plus collective. Mais c'est de venir un peu décaler sa posture. Et ça rejoint aussi la question de Basseuil, hein, on y reviendra, mais... de pouvoir être en capacité de créer d'abord une accroche en disant, moi j'ai tendance à dire d'emblée que je vais prescrire pour un peu dire c'est bon, tu vas sortir avec ton produit, on décale ça et on peut travailler autre chose. Mais ça demande à ce que l'intention soit un peu authentique, parce qu'on parle d'intention authentique de soigner. Et donc ça demande aussi du temps, ça demande des structures qui soient organisées pour faire l'interprétariat, qui soient financées. Voilà, et ça demande aussi un travail pluridisciplinaire parce que c'est pas le rôle d'un médecin que de gérer toute la complexité de cette situation-là et qu'on a vu qui est sociale, psychologique, politique, etc. Bon là c'est Superman, mais c'est pour dire qu'effectivement on a toujours cette volonté de soigner et que des fois ce truc de sauveur un peu, ça peut rendre difficile la position basse justement et essayer de revenir à cette position-là au maximum. Et donc oui, les structures de soins, elles sont pas accessibles, elles sont pas adaptées. Les conditions d'accueil en général, sur rendez-vous, ça marche pas. On loupe un ou deux rendez-vous, on est exclu. Et donc il y a cette nécessité de réadapter, de recalibrer nos espaces d'accueil, comme tu l'as dit, de manière basse. Le bassin d'exigence, c'est vraiment. Donc vous parlez de mode dégradé. Mais en gros, c'est ça, c'est de pouvoir accueillir quelqu'un qui est potentiellement défoncé, alcoolisé, violent, délirant. Et en fait, donc c'est bien, hein, c'est facile à dire, mais
dans les faits, ça demande quand même des moyens, ça demande de la formation, ça demande... Voilà. Mais c'est un objectif, quoi. Et donc l'institution médicale qui est peu informée, effectivement, Martine en a parlé en introduction, il y a eu un événement à Toulouse qui a quand même mis un peu plus qui a revisibilisé la question de la consommation de l'Lyrica, du fait que plein de patients se sont retrouvés sans ordonnance et qu'il a fallu prendre ça en charge, et du coup aussi de pouvoir en parler avec les institutions, l'ARS, la CPAM, etc. Il n'y a aucun protocole standardisé en France actuellement je parle dans l'institution médicale, qui prévoit l'accueil et le sevrage du Lyrica, de la prégabaline. Et donc le travail qui a commencé il y a 2 ans, c'était ça, c'était d'aller voir les structures qui en avaient déjà fait un petit peu, à Paris justement, qui ont proposé des protocoles de soins adaptés, qu'on nous a essayé. En fait, c'est du bricolage, quoi. On en est là. On en est à bricoler des protocoles pour pouvoir accueillir ces personnes de façon un peu digne et de prévoir, d'expérimenter des protocoles médicaux qui potentiellement pourraient après se standardiser et se valider, quoi. Et donc voilà, c'est des situations complexes et qu'il faut travailler en coordination intersectorielle. Tu l'as dit tout à l'heure, mais le RAP 31, nous, c'est vrai qu'on travaille. C'est très cloisonné, les secteurs sanitaires et social, en fait. Ça fait qu'effectivement, on ne travaille pas vraiment ensemble. Et donc, c'est aussi comment on peut décloisonner tout ça pour pouvoir trouver des espaces de coordination et de transformation qui puissent aller vers le mieux. Et il y a aussi ces choses de logique contradictoire entre la démarche soignante et la démarche rééducative, punitive, ou des fois même au sein des structures, il va y avoir des logiques qui vont être contradictoires entre tenir, punir, cadrer, soigner, accompagner, cajoler, enfin, il y a des trucs... Et donc ces logiques-là aussi, il faut voir comment on peut les faire fonctionner. Et donc sur les pistes interventionnelles, donc là c'est plus l'ouverture. Moi je travaille en centre de santé communautaire, donc j'ai envie de dire que la santé communautaire c'est une des pistes évidemment, j'y crois sincèrement. Donc avec une approche communautaire au sens noble, hein, pas au sens dévoyé depuis des années ici en France, mais vraiment dans le sens de la communauté qui soigne, la communauté qui a des expériences communes et qui partage. Et donc c'est là qu'on va passer de l'individuel au collectif, ce qui n'est pas facile en réalité. Nous, on a tenté à la case de santé à un moment donné de mettre en place un groupe d'usagers, usagères de Lyrica, ça n'a pas vraiment fonctionné. Parce qu'il y a aussi toute la question des invisibles, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui consomment qu'on ne voit pas, qui ne viennent pas dans nos structures. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cet objectif d'aller vers à mettre en place, probablement, dans ce cadre-là. La RDR sans produit, ça a pris une discussion avec un confrère qui est ici. Mais en fait, le problème du Lyrica, c'est qu'il n'y a pas de substitution. Enfin, le problème, je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit un problème, mais il n'y a pas de substitution. C'est-à-dire, par exemple, sur l'héroïne, il y a les produits de substitution que vous devez connaître, la méthadone, le Subutex, etc. Donc la RDR, s'est vachement construite ces dernières années autour de la prescription d'un substitutif, quoi. C'est le Lyrica, les substituts de Lyrica. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que le substitut de Lyrica, c'est le Lyrica. Parce que c'est probablement pas un traitement des plus pires. Et il y a eu des protocoles qui ont tenté des substitutions justement avec des benzodiazépines, sachant que l'addiction au benzo, c'est pas plus simple à gérer. Et donc, se pose la question de savoir effectivement le Lyrica, quelle place il a en vrai, même dans la thérapeutique plus large des troubles anxieux, hein, au-delà des addictions, je parle. Mais surtout en RDR, du coup, c'est comment remobiliser la RDR des débuts de la RDR que je n'ai pas connue, mais sans substitut, c'est-à-dire l'écoute, comment on gère une descente, l'accueil simple en fait de quelqu'un qui consomme des produits et qui à ce moment-là est en difficulté. Et aussi, du coup, comment tu prends en charge tout ce qu'il y a autour de la consommation et notamment les déterminants sociaux, quoi. Réduction des risques, pardon. Voilà, et comment imaginer des groupes d'autosupport dédiés, ça rejoint aussi cette question-là de comment on nourrit les interstices. Tout à l'heure, Martine l'a redit, mais effectivement, ces jeunes, on les reçoit peu à des moments très courts. Ils vont se retrouver dans des espaces où potentiellement ils vont avoir accès à des soins comme en prison, en détention.
ça va pas durer. Ils vont aller en structure d'accueil d'urgence mineure, ils vont pas rester. Et en fait, tout ça, nous, on appelle ça des interstices. Et du coup, c'est comment nourrir ces interstices au maximum. Comme je disais, comment on crée du signifiant fort à ce moment-là pour que potentiellement, on puisse inventer des choses qui fonctionnent, quoi. Voilà, globalement. La conclusion, c'était surtout pour rappeler les trois volets fonctionnels du Lyrica. Cette arme de soumission, c'est peut-être fort, mais en tout cas, dans le cadre des réseaux d'exploitation. C'est aussi, on l'a vu, un outil de repérage et de criminalisation pour les institutions de contrôle. Et puis, il y a toute cette dimension thérapeutique d'appropriation intime. Voilà. Il faut savoir que le Lyrica est toujours prescrit initialement, que ce soit par un proche, un médecin, mais la poursuite, elle échappe au prescripteur et c'est là qu'on y voit tout l'usage pirate qui en est fait. Et donc, la thérapeutique du trauma, qu'on va voir juste après, semble être, en tout cas, le Lyrica semble être une bonne thérapeutique du trauma. Voilà, et donc la complexité d'une demande de sevrage dans un contexte où on comprend bien que finalement, sevrer un produit qui est utilisé pour survivre psychiquement, le sevrage, ça suffit pas, quoi. Et donc, c'est comment modifier au maximum l'environnement pour que le sevrage puisse exister. Ça veut dire soustraire une situation de traite, un changement des conditions de vie matérielles, une reconnaissance sociale de toutes les totales des jeunesses exilées, etc. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est vrai que c'est intéressant quand vous posez une question juste quand vous posez une question, de vous présenter en même temps, comme ça les uns et les autres ont connaissance. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis éducatrice à Archissois d'abord. Je voulais savoir s'il existait, tu parlais de protocole, est-ce qu'il existe un travail pour les médecins généralistes qui, j'ai l'impression que beaucoup refusent de plus en plus de prescrire du Lyrica, du Subutex, c'est écrit sur le cabinet. Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation et de formation effectué par les médecins? Non. Non, mais c'est un objectif, effectivement, ouais. C'est un objectif. En fait, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse, en effet. Enfin, il faudrait qu'on soit soutenu pour le faire, en tout cas. Et oui, il y a le travail de formation. Après, la formation, ça va souvent être un peu la solution facile. Bon, en fait, c'est juste qu'on n'est pas formé, du coup, on ne fait pas. Mais bon, on sait que c'est pas aussi simple que ça, parce que même quand ils sont formés, on le voit bien sur d'autres sujets, ils ne le font pas forcément. Mais oui, en tout cas, de discussion, de sensibilisation, et encore une fois, les espaces les cabinets de médecine générale ne sont pas du tout adaptés. La santé, elle est pensée médecin, prescripteur. Donc, on voit bien que ça ne va pas régler le problème, quoi. Mais oui, il y a des choses à faire de ce côté-là, c'est sûr. Bonjour, Pierre, je suis animateur en accueil jeune 5-25 ans. Je voulais savoir où se situait la balance bénéfice-risque un peu de ce type de produit, puisque dans ce que j'ai pu lire par le système où ça a les émotions du touch, etc., je me disais déjà qu'on a vécu des parcours traumatiques, etc. Est-ce que finalement ils iraient mieux sans ce type de produit? Et à quel moment ça devient une drogue? Puisque, bon, j'imagine que c'est pas prescrit, puisque c'est un usage qui est détourné, donc c'est pas prescrit pour soigner, entre guillemets, ces traumatismes-là. Mais du coup, la question que je me pose, c'est ils ont tellement vécu des choses traumatiques, etc., que dans tous les cas, peut-être que l'usage médical de produits peut être prescrit dans ces conditions. Donc, je me demandais où se situait justement la jauge. Je me demande si ça peut être un traitement du trauma, quoi. Bah, peut-être pas officiellement, mais de manière détournée, en fait. Enfin, pas de manière. C'est déjà le cas, je veux dire, mais comment on peut faire comprendre? En gros, est-ce qu'ils iraient mieux sans ça, ou est-ce que des gens qui. Je sais pas comment le dire, en fait. Je sais pas si... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense, ouais, mais c'est complexe, mais oui, je pense que je vois ce que vous voulez dire.
Signe thérapeutique du trauma, est-ce qu'on pourrait aller mieux sans thérapeutique du trauma? Est-ce qu'il y a d'autres voies de traitement que les médicaments anxiolytiques? Ouais, on va chez le médecin parce qu'on n'est pas bien et ça peut, par exemple, on peut nous prescrire des antidépresseurs. Je veux dire, si le médecin évalue que et dans ces configurations, je me demande en fait à quel moment on peut parler de drogue, si ça aide. C'est comme le parcours traumatique. Ouais, bien sûr. C'est comme dans toute addiction, dans plein d'addictions. Enfin, la fonction thérapeutique des produits, elle se retrouve à plein d'endroits dans les addictions, pas que dans la thérapeutique du trauma, hein, mais dans l'anxiolyse, dans les troubles. La santé mentale et les addictions, on sait que c'est très lié et que du coup, que c'est pas juste une manière de détourner la problématique en santé mentale, c'est aussi des voies de traitement qui sont efficaces. Effectivement, là, le problème, c'est quand ça devient une addiction. Et quand ça devient une addiction, bah, c'est chiant pour les gens, pour tout le monde. Mais du coup, Oui. non, mais ça complique tout parce que du coup, on l'a vu, c'est tout le poison de l'addiction. C'est-à-dire, tout tourne autour de ça. C'est une dérégulation du coup vis-à-vis de ce produit-là. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'aller trouver des voies de traitement tout autant efficaces sans produit. C'est l'idéal, évidemment. Et donc, c'est tout un travail d'accompagnement, diminuer. Mais oui, l'idéal, ça serait c'est pas ce qu'on recherche, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent des produits toute la journée pour se sentir mieux. C'est plus trouver des moyens de se sentir mieux sans les produits, mais tout ça, ça demande un accompagnement. C'est une béquille de survie, quoi. Et si on pouvait vivre sans béquille, c'est bien aussi. Super. Vicky, est-ce que c'est un club de près? Question sur un peu l'effet plateau du médicament. Comment ça se situe? Ça monte pas trop vite? Ça dure combien de temps? Comme on en prend beaucoup, entre guillemets, je suppose que du coup les effets sont pas super longs. Un peu. La pharmacologie lyrica, quoi. Pharmacologie lyrica. Waouh, je suis pas pharmacien. Non, mais en gros, la dose maximale pour 24 heures, c'est 600 mg. Donc il faut imaginer que au bout de 24 heures, il y a une dose dans le sang qui doit être autour de la moitié, mais qui a quasiment plus d'effet, quoi. C'est ça que tu demandes ou je vais trop loin là? C'est ça. Et ben du coup, c'est pareil, mais c'est que l'effet plateau il va être plus haut à des doses plus fortes. Et après, à des doses très fortes, effectivement, il y a des effets pics qui peuvent expliquer des effets, ce qu'on appelle les effets paradoxaux, c'est des effets qui sont non attendus et qui sont plus autour de potentiellement du délire, des hallucinations, de la grosse euphorie, alors que c'est plutôt apaisant. On peut observer d'autres effets qui sont moins attendus à des doses fortes. Du coup, je vais garder le micro. Je suis Nicole Roux, je suis infirmière en santé sécurité chez Danegal. Quand vous parlez effectivement d'accompagnement, ça parle très fort quand on travaille dans la rue, parce que la difficulté, effectivement, quand on a des jeunes qui veulent sortir un peu de ce genre de consommation, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de structure, de lieu adapté. On peut les accompagner, ne serait-ce que de voir quelqu'un à qui parler, un psychologue ou un thérapeute, psychiatre, ça c'est carrément denrée rare, inexistant, en voie de disparition. et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a une réponse très médicamenteuse. Dès que les jeunes vont mal ou sur un parcours traumatique, il n'y a pas d'endroit de parole, il n'y a pas de lieu de parole. Et du coup, je comprends tout à fait que la plupart des jeunes se retrouvaient à consommer des produits et augmenter les doses pour se sentir bien. Mais aujourd'hui, effectivement, au niveau politique, le choix n'est pas dans des lieux d'accueil ou de parole, on est plus dans des choses de l'ordre de la réflexion. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, mais par quel bout de prendre? Je vous le demande. Quelle est la solution? Je vous le demande, justement. C'est tout l'enjeu des pistes interventionnelles qu'on essaye de réfléchir tous ensemble. Hein. C'est bien ça le problème, effectivement, c'est que ces espaces-là, ils n'existent pas encore. Les espaces dédiés communautaires, ou même des dispositifs ciblés. Bon, on va voir après, peut-être donner un petit peu de baume au cœur, peut-être avec ce qui existe à Paris, mais
En tout cas, ici à Toulouse, ça n'existe pas vraiment. Mais on va l'inventer, hein. On va le faire. Et justement, on parlait d'autosupport et tout, c'est vrai qu'il y a pas mal d'autosupport, tout ce qui est usage de droit critique et tout, il y a pas mal de trucs qui existent et c'est cool, mais il y a vraiment rien sur le médical et tout, sur un peu des assos. Parce que je sais que sur Toulouse, il y a un éduc du Carrus qui va avec les éducs de près un peu par quartier faire de la rue et tout, et ça c'est grave cool. Et, Peut-être c'est bien, tu pourras répondre à des questions des fois. Mais non, pas vraiment, rien de en RDR pré-Gabaline. À Opélia Charonne, justement, à Paris, ils ont fait quand même comment on appelle ça, un flyer, en fait, traduit en 3 langues, dont en arabe, plus pour expliquer c'est quoi le produit, les risques, etc., comment l'utiliser correctement. Donc vraiment dans une démarche de réduction des risques. Mais effectivement, on n'en est pas à l'autosupport qui peut exister sur d'autres pratiques d'usage de drogue. Voilà. Et les CARUD, effectivement, pour en avoir discuté aussi, c'est que c'est des publics qui ne se croisent pas, en fait, dans les CARUD actuellement. Alors à Paris, il y en a bon, on va rester sur Toulouse. Mais à Toulouse, effectivement, c'est un public qu'on ne reçoit pas en CARUD. Voilà, le public de CARUD, c'est plutôt usagers de drogue opiacés. On est sur des modes de délivrance de substitution des médicaments de substitution des opiacés. Ouais, c'est des publics qui ne se croisent pas. Et encore une fois, pareil, les éducs qui ne sont pas forcément non plus formés à cet accueil spécifique, quoi. Ce que disait la scène, quoi, c'est comment se recalibrer aussi avec un public dont on n'a pas l'habitude avec lequel de travailler. Il faut en avoir envie, il faut se faire un peu de mal, des fois. Il n'y a pas de structure communautaire existante sur Toulouse. Enfin, je sais pas, il y a d'autres publics où il y a des sur la question, par exemple, à Aide, ils ont monté un centre de santé sexuelle pour les personnes chemsexueurs. Donc voilà, il peut y avoir des dispositifs qui sont dédiés quand on a objectivé une problématique en santé publique. Et je pense que cette problématique-là, en fait, elle n'est pas encore très prise, peut-être pas prise au sérieux, mais en tout cas, elle n'est pas investie totalement, quoi, pour l'instant, par l'institution. Bonjour, je m'appelle Michael, je suis éducateur spécialisé à l'équipe mobile sociale et de santé. Justement là, on parle de l'usage détourné auprès d'un public spécifique. Mais en tant que médecin, j'aimerais savoir, est-ce que cet usage, de façon générale, est-ce que ça touche les publics du sens plus large, c'est-à-dire au-delà de ce public issu de l'immigration? Oui, je ne saurais pas trop dire les chiffres, moi. Mais oui, bien sûr, la question de l'addiction à la pré-gabaline, elle concerne aussi d'autres publics qui ont rencontré le produit autrement, quoi, qui ont rencontré le produit sur de la prescription médicale autour des indications prévues par le médicament, c'est-à-dire les douleurs neuropathiques notamment. C'est un médicament qu'on a beaucoup prescrit pour les personnes diabétiques qui ont des douleurs neuropathiques et qui après, effectivement, à force d'avoir le produit, peuvent avoir une augmentation des doses et être plus dans une consommation autour de qui pourrait se caractériser comme une addiction. Mais donc il y a ces consommateurs-là. Et après, on voit quand même, sur les derniers dispositifs Trend, là, on voit quand même qu'il y a une diversification des consommateurs et des consommatrices, avec des personnes qui ne sont pas forcément dans des situations de précarité. Parce que, encore une fois, la prégabaline, elle a des effets anxiolytiques intéressants, quoi. Et du coup, ça intéresse d'autres publics, de fait. Et potentiellement, ça c'est Sylvain qui en parlait aussi, mais on pourrait imaginer que ça puisse devenir aussi un médicament qui peut être utilisé à visée récréative dans des contextes festifs, quoi. Dans un truc de désinhibition, de fonction sociale. Un large potentiel de diffusion. Je ne me souhaite pas, mais... Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, merci beaucoup.